Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Lavi Tidar et de Lionel Davout, son interprète. Bienvenue à vous. Donc cette année, ça a été la sortie de Aucune terre n'est promise, qui est paru en France aux éditions au label Mu. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots de quoi cela parle? So, Unholy Land was published this year with Mew in France. Could you tell us in a few words what the book is about? Right, okay. Well, the book starts, it's about a writer who travels back to his homeland. And it starts off in our world, and it's about a failed writer who lives in Berlin. And he travels back to what we assume is Israel, but as we find out, he kind of slips in the middle of the flight, and he ends up in his actual homeland, which is a place called Palestina, which is where the Jewish people were settled in 1904 in Africa, on where is now Kenya. And so we begin to explore this alternate history where the Jewish state was established in Africa in the beginning of the 20th century. But gradually he gets involved in a murder mystery, because I love murder mysteries, and he starts realizing that there's more than one alternate reality, and we gradually again discover that there's a lot of different alternate reality all wrapped up. Can I tell a story about say that? I've got a story about it. Donc en fait le livre commence, on suit un écrivain un peu raté qui rentre chez lui. Il parle de Berlin et on comprend assez vite, on suppose que chez lui c'est Israël. Sauf qu'en fait, il y a une espèce de glissement qui se passe au milieu de son vol et il atterrit dans un endroit qui s'appelle la Palestina, qui en fait est un endroit où le peuple juif s'est établi en 1904 en Afrique, un endroit où se situerait plus ou moins actuellement le Kenya. Et on comprend donc que c'est une sorte d'histoire parallèle et on commence à découvrir, à explorer ce monde parallèle où l'État juif s'est créé au milieu de l'Afrique. Et puis graduellement il se retrouve mêlé à une histoire de meurtre, parce que j'adore les histoires de meurtre, et il va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a plus qu'un de ces mondes parallèles. So this book took quite a long time to write. So when I started, I actually wrote a proposal for the book. I kind of knew what the outline, the plot was, and I wrote. And the whole point was that I wanted my failed crime writer to find himself in the plot of one of his books. And so the whole thing that moves the plot along is that he's searching for his niece, and his niece has gone missing, and he thinks he's a detective and he's going to find her. And so I wrote the proposal, and I sent it to my editor at the time, and she said, well, this is a very interesting synopsis, but what happens to the niece? And I said, what do you mean? She said, well, where is she? What happens to her? And it turns out I completely forgot that he was looking for his niece. And so I was like, okay, yeah, fair enough. He needs to actually find her at the end. So, but because for me, the investigation was about the world, it wasn't really the mystery itself, wasn't interesting to me. So I completely forgot that he was looking for her. Alors sur la genèse de ce livre, c'est qu'en fait c'est un livre qui m'a pris un certain temps à écrire, et quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai écrit une proposition, un synopsis, j'avais le plan qui était très clair, et en fait je voulais, à la base, je voulais que l'histoire se traite d'un auteur un peu raté qui se retrouve dans l'intrigue d'un de ses romans, et qui finit par se prendre pour un détective, et qui est à la recherche de sa nièce. Et donc j'ai écrit la proposition, je l'ai envoyée à l'éditeur, et qui m'a répondu, le synopsis est extrêmement intéressant, mais il se passe quoi pour la nièce? Ce à quoi j'ai répondu, La nièce, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il la trouve, etc. Et en fait, je me suis dit, en regardant le synopsis, je me suis dit, ah oui, complètement, effectivement, j'ai complètement oublié l'histoire de la nièce. C'est très juste, il y a vraiment il faut qu'il la trouve, parce qu'en fait, l'enquête, et qui me paraissait plus intéressante, en fait, avait lieu sur le monde, et je me suis dit, oui, bon, effectivement, à un moment, il faut quand même qu'il se passe un truc avec la nièce, mais j'avais complètement zappé. D'accord. Et finalement, d'où vous est venue en fait l'idée de Aucune terre n'est promise? Seulement d'une anecdote historique, enfin de ce qui aurait pu être après le rapport qui finalement était négatif pour l'implantation d'Israël au centre de l'Afrique, ou est-ce qu'il y a eu aussi un autre déclic, autre chose qui vous a poussé à écrire ce roman? So did the novel come mainly from the expedition idea with the account that you could read and everything,
this whole idea of the Herzl expedition, or was it only the only source, or was there other elements that led to Unholy Land? Yeah, I mean, it took a very long time. Most of my books take a very long time to evolve. And with this one started with a story called Uganda in 2007, 2008, in a book called Hebrew Punk, when I discovered the expedition report. And I went and I found the expedition report on microfilm in a private library in London, and I read it. So I just had a short story that was about the expedition, and at the end of the expedition we just get a glimpse of the world of Unholy Land. And I didn't do anything with it at the time. And then I did a story called Shira, which was about the Middle East where Jerusalem was destroyed, and therefore the Middle East becomes almost like the European Union. It becomes peaceful, prosperous, there's no borders and so on. And I thought that was an interesting world to do. And then I've always been interested in Theodor Herzl's book, Alt Neuland, which was a utopian novel about a Jewish state in Palestine that actually led to, indirectly kind of inspired the real state. So I wrote a story about that alternate history, about a detective who lives in that, and it's a very dystopian world in my version of it. And so Unholy Land kind of takes all of those, it takes those three stories, those three worlds, and takes them the next step along. So we get characters from all of those three realities, and those are the three characters in the book. Alors la plupart de mes livres prennent un certain temps à mûrir, et en fait il y a eu plusieurs nouvelles qui sont à l'origine. Alors il y en avait une première qui a été publiée en 2007 dans une anthologie qui n'est pas traduite, je ne pense pas, qui s'appelle Hebrew Punk, et en fait qui effectivement porte sur l'expédition en Ouganda. Donc c'est un texte qui date de 2007, où je suis tombé effectivement sur le rapport de l'expédition que j'ai pu consulter sur microfilm dans une bibliothèque privée, et à la fin de la nouvelle on a une espèce d'aperçu du monde qu'on aura dans Aucune terre n'est promise. Puis il y a une deuxième nouvelle qui se situe au Moyen-Orient, où en fait Jérusalem se trouve détruite, et en fait le Moyen-Orient devient pacifique puisqu'il y a plus d'objets de lutte, et devient un peu comme l'Union Européenne, sans frontières, et j'ai trouvé que ça aussi c'était un monde intéressant à explorer. Et puis il y a un livre assez célèbre de Herzl lui-même qui parle de la fondation d'un État juif en Palestine, qui en fait est une inspiration de ce qui s'est passé dans la réalité. Et dans ma version, c'est quelque chose de très dystopique. Et en fait, donc ces trois nouvelles en fait ont composé un peu une espèce de tableau qui m'a amené à l'étape d'après. Je trouvais tous ces trois réalités intéressantes, et dans Aucune terre n'est promise, on a un peu des personnages qui sont mêlés des trois nouvelles. Et donc en fait, Aucune terre n'est promise amenait ces trois mondes à l'étape suivante. D'accord. Et finalement, vous avez commencé par écrire des nouvelles, puis des romans. Est-ce que vous travaillez différemment selon le format? So, when in your career, you start writing short stories and then novels, or do you write both concurrently? You work differently for both? Yeah, I mean, I'm not really a novelist. I don't know how to write novels. I'm a short story writer, I think. So yeah, I started writing short stories, and then I started writing novels. But now I've gone back to writing novels as short stories, I think. So I can make very big books, but because they're made out of small sections that are more like short stories. Je suis pas vraiment romancier, enfin je crois pas, j'ai pas l'impression, je suis plus un auteur de nouvelles à la base, je sais pas vraiment en fait comment on écrit des romans. Donc j'ai commencé par écrire des nouvelles, et puis après je suis passé à écrire des romans, mais là je reviens un peu sur une approche qui est davantage les nouvelles. Mais ça me permet en fait d'écrire des très gros livres qui en fait sont un peu construits avec des petites sections qui fonctionnent un peu plus comme des nouvelles. D'accord. Et pour Aucune terre n'est promise, donc on suit quand même particulièrement Lior Tirosh, je ne sais pas si je prononce bien. We follow Lior Tirosh in Unholy Land mostly. C'est un écrivain qui est un peu raté, un peu perdu,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Qu'est-ce qu'il incarne? What does he embody in the story? Or can you tell us a bit more about Tirosh? To be, I mean, readers always think that it's me because it's the same initials, you know. And I have a lot of fun with playing with that idea, but obviously he doesn't have anything to do with me. What he is, he's more like a parody of my friend Shimon Adaf, who's he's a very good Israeli author, but he's always very intellectual and it's a bit of a parody of him, I think, or the way he writes them. Donc les lecteurs pensent souvent que Tirosh c'est moi parce qu'on partage les mêmes initiales, mais en fait pas du tout. Alors je joue avec cette idée justement parce que c'est amusant, mais en fait en vérité il a rien à voir avec moi. Je pense que c'est plutôt une parodie de Shimon Adaf. Et c'est qui est plutôt, ce serait plutôt une parodie de lui dans mon. D'accord, alors pour préciser, peut-être pour ceux qui vont nous écouter, qui est Shimon Adaf? So for people who may not know Shimon Adaf, who is he? Shimon, well, he's one of Israel's most important, I think, writers and poets. And he's actually, I think 3 of his books are going to be published in English next year, so maybe he will get a bigger audience outside Israel. But he's from a Moroccan Jewish family, and he's very serious about literature, and I'm very not serious. So I enjoyed it. I think Tirosh as a character is fun because he's a bit useless. I love writing people who are not very good at what they do, or writing very bad people. That's my other thing that I love. Is really horrible people. Donc Shimon Adaf est un des auteurs les plus importants d'Israël. Je crois qu'il y a 3 livres de lui qui vont être traduits en anglais l'année prochaine, donc peut-être ça va lui donner un public un peu plus large. Il vient d'une famille juive marocaine. C'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux sur la littérature, au sujet de la littérature, et moi je ne le suis vraiment pas du tout. Donc c'est pour ça que je me suis amusé, et je me suis amusé aussi. Le personnage de Tirosh, pour moi, il est amusant parce qu'en gros, il est un peu perdu, il sert un peu à rien, quoi. J'aime bien écrire des personnages qui sont pas très bons dans ce qu'ils font, ou alors, à l'inverse, d'écrire des personnages mais vraiment très sombres, détestables, très mauvais. J'aime bien écrire aussi des personnages qui sont horribles. Ouais, c'est peut-être le côté un peu thriller polar qui ressort. Maybe your horrible dark characters. Maybe it's kind of a thriller, thriller aspect, which resurfaces for you. Yeah, I mean, what I found is that I can either write nice guy characters who are not very interesting, and then I wrote Adolf Hitler, and I discovered the joy of being Hitler. I put a lot of myself into my fiction of Hitler, you know. Very angry because he's so helpless, he has no power. And Hitler without power is very, very funny to me. So he walks around, I think it came out in French a while back, and I'm hoping it will actually get reissued. But he goes around and shouts, and he hates everything, and he complains about everything, and he has no power to do anything about it, which to me is very funny. En fait, j'écris soit des types sympas qui sont pas très intéressants, soit alors carrément j'écris Adolf Hitler. J'ai eu je me suis énormément amusé à l'écrire. En fait, finalement, j'ai mis beaucoup de moi dans mon personnage d'Adolf Hitler qui est très en colère. Mais en fait, dans le récit, il a absolument aucun pouvoir. Et en fait, Hitler sans pouvoir, je trouve ça extrêmement amusant. Donc, c'est un livre qui avait été publié en France brièvement, j'espère qu'il va pouvoir ressortir. Mais donc, ce personnage-là, il crie, il se plaint, il est en colère tout le temps, etc. Mais il peut strictement rien faire et je trouve que c'est extrêmement rigolo. Ça doit être assez jouissif en effet. It must be very fun to write indeed. It was. But I mean, Bloom in Unholy Land is also a, absolutely horrible character who's absolutely convinced in his own right, which is what I think makes it appealing, that bad people don't think of themselves as bad people, they have motivations, there are things they believe in. And so there's a great joy in writing them.
Bloom aussi, dans Aucune terre n'est promise, finalement, c'est un personnage qui est absolument horrible également, mais en fait, il est convaincu de son bon droit, il est convaincu de ce en quoi il croit, et je pense que c'est ça qui le rend attirant. Les personnes mauvaises ne sont pas mauvaises en soi, elles ont des convictions, elles y croient, et c'est ça qui se passe, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de plaisir à écrire ce genre de personnage. D'accord, les lecteurs apprécient. Et du côté du genre, finalement, avec Aucune terre n'est promise, vous faites un mélange entre roman noir, fantasy, science-fiction. Pourquoi choisir le genre de l'imaginaire? Est-ce que c'est plus simple pour aborder certains sujets ou c'était juste une question de plaisir? So in Unholy Land, you kind of mix genres up. There's science fiction, fantasy, and even crime mystery. What is the appeal of mixing those genres? Do you like? Does being labeled as a science fiction writer make things easier to have the freedom to tackle and explore all those dimensions? No, I mean, I love writing pure science fiction, which I mostly do in short stories, which I think is the correct form for science fiction, you know. But as a novelist, I've never felt comfortable with the genre label, because I also don't come from a culture where literature was so clearly segregated, you know, so you can have fantasy or science fiction or crime. And for me, and I think for a lot of 21st century writers, we gave up on that idea and we said, we have all these toys that we can play with. I just want to put them all together and see what happens. But, to contradict myself, I also realize that it's difficult for me working in fantastical fiction but addressing political issues. Because I think the people who like elves and dragons don't want Israel and Palestine. And the people who like serious books about Israel and Palestine don't really want weird Lovecraftian creatures popping up in the middle of it. And so I thought I will try. And so next year I have a literary novel. I have a serious novel about Israel, and it doesn't have any elves or aliens. And it's going to be interesting. It turns out it wasn't that hard. You just take out the elves and the aliens, and you can still write a book. But I thought I'll try that, and maybe it will reach more readers because it won't confuse them so much. I think I tend to confuse people. J'aime écrire de la science-fiction pure, classique en quelque sorte. En fait, j'écris sous les formes des nouvelles, et pour moi, je pense que c'est la forme correcte d'écrire de la science-fiction. En tant que romancier, je suis jamais vraiment senti très à l'aise avec les étiquettes et les genres. Je viens d'une culture où les étiquettes littéraires n'ont pas vraiment de sens, il n'y a pas de ségrégation entre les genres, entre les étiquettes. Et je pense qu'il y a un grand nombre d'auteurs et d'autrices du XXIe siècle qui ont abandonné ces histoires d'étiquettes et de genres. On se dit tous... Voilà, on a ces grands jouets avec lesquels on peut s'amuser, et on s'amuse à les mélanger, et on voit ce qui se passe. On ne pense pas forcément en termes de... Il y a la science-fiction d'un côté, la fantasy de l'autre, et c'est absolument hermétique. Alors bon, cela dit, pour me contredire, je trouve que c'est pas évident de parler de questions politiques profondes et sérieuses en mettant les éléments du fantastique. Il s'avère que les gens qui aiment les gens avec les elfes et les dragons, souvent ils sont pas trop contents d'avoir le conflit israélo-palestinien dedans, et les gens qui veulent lire des choses sur le conflit israélo-palestinien ont plutôt tendance à être un peu perdus quand on rajoute des blagues sur Lovecraft au milieu. Alors l'année prochaine, j'écris un roman de littérature mainstream qui est là pour le coup sérieux sur Israël. Bon, il n'y a pas d'elfes et d'extraterrestres dedans. Il se trouve que c'était pas si difficile que ça en fait. Il suffisait d'enlever les elfes et les extraterrestres du roman, et ça marche quand même. J'espère que ça va pas perdre ou emplir les gens d'une telle confusion. Je me rends compte que je suis un auteur qui a un peu tendance à emplir les gens d'une certaine confusion. Non. She doesn't think you're confusing. Je trouve que ça va. Au sujet de vos précédents romans, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y en a certains qui sont en cours d'adaptation ou en tout cas qui ont été optionnés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ces projets? Well, some of your previous novels, it seems some of those were optioned by the movie industry. Could you tell us a little bit more about that, if that's indeed the case? Or not? I think TV people are like children who find a toy, and if it's a pretty toy, they
they get very excited about it, and they'll give you some money. They have to have it, and then 5 minutes later, I don't want this toy anymore. I found another toy. So I don't take it personally. I think that's just the way they are. So yeah, I think the Violent Century was in development for a while. I have a comic called Adler that was in development just now. I had Central Station. I think someone in Hollywood wanted it, and then again they lost interest very quickly after they told me how much they couldn't wait. So yeah. But I'm actually making an animated web series. So I hope maybe next year I could have my animated web series. It's about a toaster and a coffee pot on Mars, and we've made about 4 episodes now. Je crois que les gens en fait de l'industrie de la télé, c'est un peu comme des enfants avec des jouets. Ici, ils trouvent un joli jouet, ils sont super enthousiastes, super excités. Il faut absolument qu'ils l'aient, ils vous donnent de l'argent pour l'avoir. Et dès l'instant qu'ils l'ont, ils le mettent de côté. Ça m'intéresse plus. À propos des projets, je suis pas très sûr. Je crois que Violent Century était en développement à un moment. J'ai un comic qui s'appelle Adler qui est en développement aussi. À un moment, peut-être Central Station Hollywood avait été intéressé, et puis ils ont perdu tout intérêt pour le projet après m'avoir dit à quel point c'était formidable et à quel point ils voulaient absolument l'avoir. Donc bon, c'est un peu voilà, mais je n'en veux pas, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne, et bon, donc c'est un peu c'est un peu en flottement. Ça dit, par contre, j'ai une série animée qui va sortir en web série. C'est l'histoire d'un grille-pain et d'une cafetière sur Mars. Là, pour le coup, on a 4 épisodes dans la boîte et ça avance. Ok. Ah oui, Symphony. Et alors, vous écrivez également de la jeunesse. Also writing. Candy. Candy. Yeah. Et est-ce que vous écrivez différemment? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire de la jeunesse? What's different writing books for kids or young adults, and why did you want to do that? I don't think I'm very good at it. I mean, I don't think I wrote it for kids necessarily. I just thought it was a funny idea. And then I wrote another children's book, and the working title was Quarantine. And it was about a pandemic that kills all the grown-ups, but the children don't get affected by it. So they put all the children into a special quarantine zone. And it, and it went on submission 2 weeks before the pandemic, and no one wants to publish this book. So, no, I don't know. I think I see a lot of similarity. I think as fun as Candy is, it's also very similar to all my other books. It's even more of my book. It's still very dark, and it still deals with, inequality in society, and people who are bad and people who are good. And I just got lucky with this book that it was published quite widely. Oui, très honnêtement, je sais pas si je suis très très bon pour écrire des livres pour la jeunesse. Puis à la base, j'ai pas forcément voulu écrire pour la jeunesse, je me suis juste dit que l'idée de Candy, elle était amusante et qu'il fallait la développer. Alors, pour une petite histoire, j'ai un autre livre pour la jeunesse qui s'appelle Quarantaine, qui parle d'une pandémie qui tue tous les adultes, et donc on prend les enfants et on les met dans des zones de quarantaine parce qu'eux ne sont pas touchés par la pandémie qui affecte les adultes. Et comment vous dire qu'en fait il a été envoyé aux soumissions 2 semaines avant les quarantaines globales, etc. Et maintenant, au stade où on en est, c'est que plus personne ne veut acheter ce livre. Mais en fait, c'est un livre qui est amusant qui est amusant comme Candy, je pense, l'est. Cela dit, même si Candy est un livre amusant, ça reste, mon livre est assez similaire à ce que je fais ailleurs. Ça reste un livre assez sombre par certains côtés, qui traite des bons et mauvais aspects des gens et de la société. Mais bon, j'ai eu de la chance qu'il ait eu la diffusion aussi vaste qu'il a eu, et c'était chouette. Très bien. Mais il n'est pas sorti en France, je crois. It's not published in France, right? It is, yeah. It is. Si. The Mafia des bonbons. Ah, la mafia des bonbons. Ok. It actually has a different name in every country. Mm-hmm. So it's called For a Fistful of
of Smarties in Czech and Ah ouais. Secret Agent Candy and the Chocolate Mafia in Germany, and it's got the City Without Chocolate in Italy. So every country has a different item. C'est assez rigolo parce que donc si il a été publié donc la mafia des sous le titre La Mafia des bonbons en France. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait dans chaque pays, il a eu un titre différent. En tchèque, le titre tchèque c'est Pour une poignée de Smarties. En Italie, c'est L'agent secret Candy et la mafia des chocolats. En Italie, c'est La cité sans chocolat. Enfin, ce qui est marrant avec ce livre, c'est que dans chaque pays, dans chaque traduction, il y a un titre complètement différent. Des titres qui font rire quand même. Hein. She says the titles are awesome. Yeah, they are fantastic. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? And what are you working on right now? So much. Rien. No, nothing. I want to start the next book. So there's two big projects that I'm supposed to be doing for my UK publishers. Oh, I've got so much stuff coming out, but The only one? The first? The most important? I mean, I've got a book. I've had two books out this month, I think. So I have a book called The Escapement in America, which is like a clown western. I got Samantha Shannon to buy it. I've got a book called The Hood, which is about Robin Hood, but a very different Robin Hood to anything that's been made before. And so my British publisher kind of said, I did this big book about King Arthur called By Force Alone. And then I said, theoretically you could then go and do Robin Hood. And if you're going to do Robin Hood, you could do the other British myth, you could do Shakespeare as the next one. And you could do the Victorians. So I'm supposed to write the Shakespeare one at some point. Which, and then I'm supposed to write another kind of historical epic, mainstream novel. So I'm researching, reading about just weird stuff. I started researching the history of monkeys in Israeli crime. I don't know why, but... Monkeys in Israeli crime? There's a history of monkeys. Okay. Yeah, in Israeli crime. Alors, je ne sais pas. Il y a eu tellement de choses qui sont sorties ces derniers temps là, et ça m'accapare beaucoup. J'ai deux gros projets sur lesquels je dois travailler pour mon éditeur anglais. Déjà, il y a deux livres qui sont sortis ce mois-ci en langue anglaise, donc The Escapement qui est sorti aux États-Unis, qui est un western avec des clowns, et The Hood qui est en fait une espèce de réécriture de Robin des Bois, mais vraiment extrêmement différente et d'une manière qui n'a jamais été faite avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit un livre qui était plutôt arthurien, qui s'appelait By Force Alone. Et après, donc, on m'a dit, après j'ai fait Robin des Bois, et après mes éditeurs m'ont dit, si tu fais les grands mythes anglais, le prochain mythe anglais, le prochain grand mythe anglais que tu dois faire, c'est Shakespeare ou les Victoriens. Donc je suis censé écrire un livre sur Shakespeare à un moment. L'autre grand projet que je suis censé faire, c'est que je suis censé écrire une grande fresque historique en littérature générale, donc je suis dans le coup jusqu'aux recherches dans tous les sens, et là récemment par exemple j'ai étudié l'histoire des singes dans les réseaux du crime en Israël. So these are huge projects. I mean, if I do this quartet, it's going to be 500,000 words, if I do. So next year I also have a very short science fiction novel coming out in America. It's all about robots, just robots. Non, du coup, ce projet, ça va être juste absolument énorme. Il va faire peut-être 3 millions de signes, quelque chose comme ça. Donc, mais bon, l'année prochaine, j'ai un recueil de nouvelles de science-fiction plus court et plus léger, où ce sera rien que des robots. Oh, and also, I've been editing anthologies called the Best of World SF. Which is a very big anthology of international science fiction from all around the world. And the first volume came out this year, and I just handed in the second volume to the publishers. So I hope I can do every year or 2 years I can do a big anthology.
Ah oui, et puis aussi, je dirige les séries d'anthologie du meilleur donc en anglais, de la langue anglaise, du meilleur de la science-fiction mondiale. Donc avec des textes de science-fiction internationale. Le premier volume a été publié et je viens de rendre le deuxième volume. Donc je m'occupe aussi de diriger sur des énormes anthologies, donc je m'occupe aussi de diriger ça. Ça fait beaucoup de travail. It's a lot of work. Yeah. And I make mobile phone games for fun. Et aussi, dans mon temps libre, pour m'amuser, je développe des jeux vidéo pour téléphone. Qui sont très sympas et qui détendent. Which are really nice and very relaxing. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu Thank à you ces very quelques much questions. Et Thank puis on you. vous souhaite un bon festival. Have a nice festival. Thank you very much for answering Thank you. questions.